Bonjour Médéric Chapiteau, votre nom ne dit rien à ceux qui nous écoutent, mais vous avez mené une enquête remarquable sur l'islamisme dans le sport. Quand l'islamisme pénètre le sport, vous êtes un ancien gendarme, fonctionnaire du ministère des Sports, vous-même ancien licencié de la Fédération de foot et de sport de combat. Et c'est pas anodin parce que ces deux fédérations en particulier sont très touchées par le phénomène sur lequel vous avez enquêté. On a entendu hier soir que le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, a été suspendu pour 7 matchs. Il y a également une enquête pour apologie du terrorisme qui a été lancée par le parquet. Il avait relayé les prêches d'un imam radical. Il avait appelé à, je cite, un jour noir pour les juifs. C'est le haut de l'iceberg en quelque sorte, parce que vous avez plongé vraiment sur tout le territoire français dans les fédés. Mais les joueurs, notamment de foot, ont un rôle de modèle. Ça vous a pas surpris ce qu'avait fait Youssef Attal ? Alors, on est toujours surpris parce que c'est de la bêtise, dans un premier temps, de relayer ce genre de choses. Je dirais pas que c'est le haut de l'iceberg, il y a encore un étage supérieur, c'est ceux qui passent à l'acte. Et donc, on est plutôt sur un étage inférieur. Maintenant, quant à la catégorisation de ce fait, bon là, vous l'avez dit, hein, il y a de l'apologie du terrorisme, il y a une enquête pour apologie du terrorisme dessus. Ce qui va être intéressant, c'est d'effectuer une graduation. À quel niveau on se trouve dans l'islamisme de ce joueur? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, de la simple bêtise, et l'enquête le dira, je suis pas à même d'en préjuger aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur une forme de communautarisme, une forme de séparatisme, une forme de radicalisation? Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, en relayant comme ça, ils ont un rôle sur la population et sur les jeunes joueurs. Et là, il faut être très ferme. Et je trouve que la décision qui a été prise montre la fermeté de la fédération et de l'État français par rapport à sa posture. Qu'on ne laisse plus passer, en effet. Et c'est d'ailleurs ce à quoi vous alertez, Médéric Chapiteau, dans l'introduction de votre livre. Et je vais presque commencer par la fin, par votre conclusion. Vous dites, au terme de ce travail, j'ai l'intime conviction que nous ne mesurons pas le risque auquel sont exposés les acteurs du sport. Vous considérez d'ailleurs qu'il y a un lien, et vous osez le dire, entre radicalisation, pratique radicalisée et passage à l'acte. Ce sont effectivement, comme vous dites, des gradations, mais ce ne sont pas des individus totalement séparés. Il y a l'étape de la radicalisation, il y a l'étape de la pratique et il y a parfois le passage à l'acte. Vous prenez notamment, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, l'exemple d'Abulak Anzorov. C'est ce terroriste qui avait tué Samuel Paty. Vous étiez en plein dans votre étude à ce moment-là. Vous avez d'ailleurs été écouté par des parlementaires. Il pratiquait les arts martiaux. Il était membre d'un club de lutte. Et pour vous, ça n'est pas du tout anodin, racontez-nous. Alors, ce qui n'est pas anodin, c'est que la pratique des sports de combat dans les parcours terroristes est quelque chose d'évident, de marqué, de sourcé, de documenté. Documenté comment? Comme vous l'avez vu dans mon travail, j'ai essayé de m'entretenir avec des chefs de service de renseignement dans le cadre de ma thèse, et tous ont cité sans aucune difficulté que les sports de combat étaient arrivés très tôt dans la biographie des auteurs, et même un de ces hauts fonctionnaires a estimé qu'il est important de le dire, que la plupart des auteurs des attentats terroristes qui étaient perpétrés sur notre territoire avaient été faits par des gens qui pratiquaient les sports de combat. Et vous parlez des attentats notamment de 2015 et 2016. Bien sûr. Donc à partir de là, ça ne signifie pas, il ne faut pas en tirer la conclusion que les sports de combat sont criminogènes par essence et conduisent à ce fait terroriste. Par contre, ce qu'il est important de dire, c'est pourquoi ils utilisent les sports de combat. En fait, on retrouve des documents sur le net dans la sphère djihadiste qui invitent les gens à se préparer au djihad. Et dans ces documents qui sont connus, sourcés, qu'on trouve assez facilement et que je donne dans le livre, il est indiqué que c'est pas la peine d'aller dans des camps à l'étranger. Il suffit d'aller dans des clubs de sport de combat pour se préparer. Donc, il y a une invitation à utiliser, à dévoyer le sport au même titre qu'on dévoie la religion pour ce type de pratique, parce qu'aucune religion ne demande à aller découper des gens sur la place publique. On est bien d'accord avec ça. On dévoie le sport, on dévoie la religion à des fins terroristes. Et c'est là où il faut un contrôle fort de l'État et des fédérations. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ne restez pas que au constat. Il y a le constat, mais il y a aussi des pistes, on va y revenir, et notamment des solutions que vous proposez à l'État pour davantage encadrer ces questions. Vous dites, mon objectif, c'est de sauver le sport de cette déviance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il se passe dans les vestiaires, pendant les séances d'entraînement, et y compris dans le recrutement, parce qu'il y a à la fois la question de ceux qui pratiquent ce sport, et il y a aussi évidemment la question de ceux qui les encadrent. Alors, j'ai pas la prétention de sauver le sport à moi tout seul, c'est d'alerter les autorités qui sont en charge de réguler. Il faut pas oublier qu'une chose importante, chaque enfant qui vient dans un club de sport est placé sous la responsabilité d'un éducateur.
sportif ou d'une éducatrice sportive. Les parents nous font confiance en tant qu'éducateurs. Donc, on doit être en capacité de rassurer ces parents qui nous confient ces enfants. Comment on fait? Comment ça se pratique dans le sport? On a 4 niveaux. La permissivité, le communautarisme, le séparatisme, la radicalisation. Ça apparaît dans le sport, c'est sourcé. Concrètement, c'est quoi? La permissivité, aujourd'hui, c'est de dire bon, je vais le laisser faire sa prière sur le tapis de sport de combat parce que je n'ai pas envie d'avoir des embêtements, je n'ai pas envie d'être attaqué pour discrimination, alors que la règle dit c'est interdit. Et ça, c'est important. Et il y a des éducateurs qui disent stop, on ne fait pas. C'est cette ambivalence de la part des éducateurs qui ne savent pas comment se positionner. Et vous parlez d'ailleurs de la solitude de ces éducateurs. Ça m'a fait penser, parce que évidemment, je vous interroge vous, mais avant cela, j'ai interrogé d'autres spécialistes et puis des politiques sur d'autres phénomènes, et notamment dans l'éducation nationale. Et il était très frappant qu'il y a un an, notamment au moment où on a commencé à parler du phénomène de l'abaya, certains disaient non, mais on ne doit pas légiférer de manière globale. Mais certains proviseurs ou professeurs disaient mais on se retrouve du coup seul à devoir interpréter, à devoir négocier avec les parents, avec les élèves. Et c'est un peu ce que vous montrez. Certains patrons de clubs sont hyper embêtés. Ils se disent, est-ce que je dois accepter que le fils fasse la prière? Est-ce que je dois accepter qu'il ne salue pas, par exemple, dans des sports de combat? Est-ce que vous pouvez nous raconter cet exemple-là? Le fait de ne pas saluer, je vais vous prendre un exemple très, très marquant. Un éducateur de karaté nous a expliqué, je le cite dans le livre, qu'un jour, un jeune de ses pratiquants a refusé de faire le salut au maître parce qu'il ne saluait que le prophète. Le salut au maître, c'est évidemment ce moment où on baisse la tête jusqu'au... prosterne, entre guillemets, voilà. Je mets bien entre guillemets. Ce serait blasphématoire. Voilà. Et donc, l'éducateur s'est senti embêté, on va le dire comme ça, et n'a pas pris de décision immédiate. Il a fait quelque chose que je trouve de très bien. Il a contacté le recteur de la Grande Mosquée de Paris en exposant le cas. Il a reçu un courrier en retour en disant qu'il ne fallait pas mélanger les deux choses. Le fait de faire la prière et de faire le salut au maître était complètement différent et que ça ne pouvait pas être considéré comme interdit. L'éducateur a montré le courrier au jeune. Le jeune a dit c'est pas la Mosquée de Paris qui décide, c'est mon imam. Mon imam m'a dit je ne fais pas, donc je quitte le club. Et ce jeune n'est jamais revenu dans le club. Le jeune n'est jamais revenu dans le club. Ce que je veux montrer par là, c'est que là, il y a un moment, il ne faut pas oublier que le sport est là pour éduquer aux valeurs de la République. Et vous prenez à raison la comparaison avec l'éducation nationale. Il faut évidemment avoir une cohérence pédagogique et une complémentarité entre l'éducation nationale et le ministère des Sports. Je m'explique. Le fait est que le sport participe à l'éducation des jeunes et des enfants dans le cadre de leur activité au quotidien. On parle d'ailleurs d'éducation par le sport. Comment est-il possible aujourd'hui que une jeune fille va aller à l'école faire un cours de PS de 14h à 16h, elle va avoir tous les standards de l'éducation nationale, c'est-à-dire pas de voile, pas de stigmate, pas d'autres signes ostentatoires de religion quelle qu'elle soit. À 16h, elle finit ses cours, à 17h, elle revient dans le même collège qui lui a donné pour faire son entraînement. Elle est avec son éducateur, son prof de PS devient son entraîneur, et là, la Fédération française de handball autorise le port du voile, elle met le voile. C'est-à-dire que cette jeune fille va être de 14h à 16h dans les standards de la République, et de 16h à 18h, elle va avoir un autre standard. Même lieu d'éducation, même prof, statut différent, et on n'a pas la même chose. Où est la cohérence pédagogique? Il y a un moment, on doit se responsabiliser autour de cette question-là. Les valeurs de la République, c'est important, et on ne peut pas éduquer une jeunesse si on n'est pas cohérent.